Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues. Tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. C'est déjà la fin de l'été et si vous le prolongiez un peu. Du 26 septembre au 2 novembre, le mois de l'écotourisme, le MIT, vous donne rendez-vous partout en France et autour de la Méditerranée pour vivre des expériences uniques. Ateliers créatifs et gourmands, balades animées, visites guidées, un programme riche, varié et inspirant. Le MIT, c'est aussi l'occasion d'inaugurer un réseau d'écotouristes qui partagent leurs plus belles découvertes. Porté par Défimed, l'association qui fait vivre le tourisme au service du vivant, le MIT vous ouvre les portes de ce réseau en vous emmenant à la rencontre d'accueillants passionnés et d'initiatives écotouristiques qui éveillent les cinq sens. Le podcast Expérientiel est heureux de soutenir Défimed et son engagement pour un tourisme vivant, durable et inspirant. Découvrez le programme via le lien dans la description de cet épisode et inscrivez-vous dès maintenant à la rencontre la plus proche de chez vous. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Et si de nouveaux imaginaires pouvaient transformer le tourisme à l'heure des transitions écologiques et sociales? Plutôt que de subir un flot constant de mauvaises nouvelles, ouvrons-nous à des visions qui nous nourrissent, qui nous élèvent et qui nous donnent l'élan de réinventer notre environnement, notre quotidien. Des imaginaires porteurs d'espoir, de bien-être et d'envie d'agir pour un avenir plus désirable. Pour explorer cette thématique, nous recevons Émilie Giraud et Marilyn Pierres-Klein, fondatrice de Bloom Territoire, qui accompagne les collectivités dans la conception et la mise en œuvre de projets à impact positif. Et pour mesurer toute la portée sur le terrain, David Cordero, maire d'Iguerande et président de la communauté de communes de Semur en Brionnais, partage son expérience et son engagement au service de son territoire et de ses habitants, guidé lui aussi par de nouveaux imaginaires. Une invitation à repenser le voyage et à imaginer ensemble un tourisme porteur de sens, durable et inclusif. Allez, c'est parti. Bonjour Émilie, Marilyn et David. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur les ondes d'Expérientiel. Je vais vous inviter à vous présenter et à nous dire qui vous êtes. Bonjour à tous, merci beaucoup François pour cette invitation. Donc je suis Émilie, je travaille depuis maintenant une petite vingtaine d'années sur ce qu'on appelle communément le développement local. Mais voilà, moi je préfère dire que j'accompagne des projets qui ont un impact sur les territoires, qui soient portés par des collectivités, par des associations, par des entreprises, avec toujours en fil rouge le lien humain qui est quelque chose de très important pour moi. On aura l'occasion d'y revenir sur les approches qu'on essaye de développer et que j'ai le plaisir de partager avec Marilyn depuis que nous avons créé ensemble Blossom Territoire. Eh ben, je prends le relais. Donc moi, je suis Marilyn, je suis une Bretonne voyageuse, comme tout bon Breton, très attachée à mon territoire, mais également très curieuse de vivre de nouvelles expériences. Et je reviens en fait d'une expatriation en famille d'Asie du Sud-Est. J'ai vécu 5 ans. Alors je le mentionne non pas pour raconter, même si on va beaucoup raconter des histoires aujourd'hui, mais c'est plus pour témoigner en fait que cette expérience m'a aussi beaucoup transformée, changée dans ma vision du monde, dans ma vision du tourisme, de cet art de voyager qui est à la fois la rencontre de l'autre et aussi un retour sur soi. Alors peut-être encore plus en Asie du Sud-Est, où on cultive aussi cette philosophie du bonheur et du bien-être et du moment présent. Mais c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup questionnée sur ma façon de travailler, la valeur que je pouvais proposer au territoire. Donc c'est vrai que voilà, c'est un voyage en famille, de vie qui m'a beaucoup apporté. Alors sur le plan professionnel, moi je travaille depuis, alors j'ose le dire, presque 30 ans.
auprès des territoires. J'ai travaillé au sein de collectivités, au sein d'agences d'attractivité, au sein de cabinets conseils. Donc j'ai un peu éprouvé les différentes façons d'être auprès des élus et des équipes sur la valorisation d'un territoire, sur le développement local. Moi, en fait, ce qui m'a toujours plu et animé, c'est de faire se rencontrer des mondes qui avaient tendance un petit peu à s'ignorer ou en tout cas avaient du mal à dialoguer ensemble et de créer ensemble des projets communs au service du territoire. Ça, c'est le fil rouge aussi que je partage avec Émilie sur mon parcours professionnel depuis 30 ans. Et puis, on a la chance d'accueillir David, un élu, maire, engagé et qui va nous partager son expérience, son déclic. David, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je sais pas si c'est un déclic. En tout cas, effectivement, je suis maire d'une commune de 1000 habitants au sud de la Saône-et-Loire depuis 2020. J'ai la chance d'être aussi président de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais, qui est une toute petite communauté de communes rurales de 14 communes et 5200 habitants, avec des forts enjeux patrimoniaux, des forts enjeux paysagers, agricoles. Et donc, c'est un formidable laboratoire, en fait, de l'action publique. Moi, je trouve qu'on a la chance d'être dans un pays quand même où, quand on devient élu, certes, c'est un engagement, mais c'est aussi une capacité de faire plein de projets avec les habitants, d'embarquer tout le monde. Et donc ça, c'est le fait depuis quelques années. Et puis, donc l'expérience qu'on a conduit à Ygrande, on est en train de la développer à l'échelle de l'intercommunalité, voire de 3 intercommunalités maintenant. Donc voilà, on est un territoire d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par imaginaire? Ça veut dire quoi? Les imaginaires, c'est un peu l'ensemble des normes, des codes sociaux, des représentations qu'on a chacun dans nos têtes, qui sont diffusées par différents médiums, on va dire. Ça peut être la publicité, ça peut être les films, ça peut être notre éducation, ça peut être l'école, etc. Et ces imaginaires ont forcément une influence sur nos choix, sur notre capacité à agir ou à ne pas agir. Et c'est un élément sur lequel les acteurs de la transition se sont quand même beaucoup poser de questions. On sait maintenant que les enjeux sont quand même globalement assez bien conscientisés par les gens, les enjeux en lien avec le changement climatique, la nécessité qu'on doit changer aussi nos comportements. Et pour autant, on a un blocage sur le fait de pouvoir changer nos façons de faire. Et il y a des travaux assez passionnants qui ont été conduits par des chercheurs sur finalement, est-ce que un des leviers pour nous aider à passer à l'action, ce serait pas d'accompagner les gens à développer de nouveaux imaginaires, ou en tout cas à changer leurs imaginaires, qui soient plus en lien avec les enjeux qui sont les nôtres, mais qui soient aussi enthousiasmants. C'est-à-dire, si on veut passer à l'action, on peut pas seulement être sur la contrainte. Il faut aussi qu'on donne envie aux gens d'aller vers quelque chose qui soit différent, qui soit effectivement pas forcément ce qu'on connaît, mais qu'on soit en capacité d'inventer finalement des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, d'imaginer autre chose. Nous, ça nous a amené à réfléchir à ces sujets d'imaginaire des récits. Peut-être juste quelques ressources littéraires pour ceux que ça intéresserait. Il y a un chercheur notamment sur Nice qui s'appelle Yannick Rumpala, qui est un chercheur en sciences politiques, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre science-fiction et transition écologique. Et il a observé en quoi est-ce que la science-fiction notamment était vraiment un laboratoire pour imaginer tout un tas de scénarios qui nous aidaient à problématiser en fait les enjeux qui seraient les nôtres à l'avenir, et avec parfois des récits de science-fiction qui, à l'époque où ils ont été écrits, étaient finalement assez novateurs, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on est un peu là-dedans. Voilà, il y a d'autres auteurs comme Rob Hopkins, par exemple, qui travaillent vraiment sur ce lien entre comment est-ce que, en travaillant nos imaginaires, en imaginant dans notre tête des nouvelles façons de faire, on a plus de chances que ça advienne, en fait, en quelque sorte. Tous ces travaux nous ont amenés à réfléchir sur comment est-ce que nous, dans notre travail, on pouvait accompagner les élus, les techniciens, les habitants à faire un pas de côté par rapport à des approches techniques et à s'autoriser en fait de la créativité, à s'autoriser à faire un pas de côté pour pouvoir imaginer d'autres choses qui soient à la fois enthousiasmants, qui réenchantent en fait un petit peu cette envie de faire ensemble. On se rend compte que c'est des outils qui sont très très puissants. Je partage rapidement une petite expérience là que j'ai eue la semaine dernière. J'ai accompagné un club de directeurs d'office du tourisme dans un département dans lequel la filière touristique a une part très importante. On devait les accompagner sur un peu une feuille de route stratégique sur voilà, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire ensemble. Et on a travaillé sur un atelier récit dans lequel ils se sont projetés en 2035 sur les enjeux qui devaient être les leurs.
et comment eux, en tant qu'acteurs, finalement, ils ont écrit une histoire sur leur façon de se réapproprier ces enjeux et quelles seraient les actions qu'ils allaient mettre en place. Donc tout de suite, quand on commence à parler de récit, on voit qu'il y a un peu de, pas de scepticisme, mais un petit peu une crainte aussi d'aller sur ces approches qui sont très émotionnelles en fait. Et finalement, de fil en aiguille, il y avait plusieurs groupes, ils ont écrit des récits coopératifs, prospectifs, et à la fin de la journée, ce qui est ressorti, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène de se dire, mais finalement, on est parti sur un format sur lequel on n'a pas du tout l'habitude d'aller. On a fait preuve de créativité, on a fait un pas de côté, on serait jamais allé aussi loin si on était resté sur une approche classique. Et dans les récits, les enjeux ressortaient, des pistes d'action très concrètes sont ressorties et surtout, cet enthousiasme, cette joie d'avoir fait ensemble, d'avoir croqué quelque chose sur des territoires qui ont des tailles très différentes, des budgets différents. Mais finalement, à travers le récit, on se rend compte qu'on a une vision partagée et qu'on a envie de faire des choses ensemble. Oui, alors quand on est élu d'une commune rurale, en fait, la première question qu'on se pose, c'est comment participer au bien-être de sa population et comment la projeter, en fait, vers un avenir désirable. Effectivement, à l'époque des transitions, là, on doit se poser vraiment ces questions et le risque, c'est un peu le délitement de notre société, puisqu'on est dans des lieux qui peuvent être à la fois très rural ou urbains, mais avec des modes de vie qui s'uniformisent complètement, voire des territoires qui peuvent s'uniformiser, en fait, hein. On est au milieu d'une zone d'activité ou d'un lotissement, on peut être n'importe où et en fait, on a le même paysage, la même chose. On a la possibilité d'aller vers un monde lisse, homogène, uniforme et triste finalement. Et si on veut préserver son territoire, si on veut préserver une société locale, en fait, l'objectif, c'est de créer une fierté de son territoire. Mais pour ça, en fait, il faut le connaître, il faut l'imaginer, il faut le projeter. Et donc, la préservation, elle passe par ça, à mon avis. Marilyn, selon toi, quels sont les imaginaires dominants aujourd'hui que vous observez à travers les personnes avec qui vous travaillez? Qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, de positif? On sent qu'il y a quand même effectivement une conscience des enjeux qu'on ne peut plus faire de la même façon qu'on faisait il y a 30 ans. Donc il y a une envie d'aller effectivement vers une nouvelle façon d'appréhender le développement local, mais on se confronte effectivement à une difficulté qui est le changement. L'imaginaire, on va dire, dominant aujourd'hui sur lequel nous on travaille avec les acteurs, c'est de dire effectivement on veut transmettre un territoire dont on a pris soin. Le côté transition écologique a quand même été effectivement un levier qui a permis de travailler sur ces nouveaux imaginaires. La proximité humaine et cette valeur-là reste quand même très dominante et en tout cas est très recherchée aussi aujourd'hui par les gens sur les territoires. Donc ce côté très humanité, lien humain, coopération, solidarité, c'est aussi un imaginaire qui attire beaucoup. Mais on ressent effectivement aussi beaucoup de craintes. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui et la géopolitique fait qu'on peut être dans un climat un petit peu une sorte d'inertie qui se crée par la peur d'agir, le côté anxiogène. Et donc il y a effectivement envie d'aller vers des imaginaires positifs, heureux, mais qui très vite est contrecarré par ces imaginaires qui sont beaucoup plus sombres, qui ont du mal à garder l'optimisme qui permet de passer à l'action. Pour ça, nous, on agit, on agite même, on va dire, on stimule beaucoup la sensibilité. Pouvoir effectivement raconter et explorer, d'où le nom de ce qu'on a pu mener à Grande avec David sur les explorations sensibles. Explorer de façon différente un territoire, effectivement le raconter par la sensibilité avec tous les sens, hein, donc pas uniquement le côté raconter, mais aussi évidemment de ce qu'on donne à voir. Donc c'est pour ça qu'on a des collaborations aussi avec une photographe. Les sons, d'enregistrer des balades sonores ou des podcasts, c'est aussi une façon de révéler, on va dire, son territoire. Et donc la sensibilité, en agitant le côté émotionnel et le côté histoire personnelle, fait qu'effectivement on arrive à se projeter vers des imaginaires où on retrouve ce qu'on évoquait tout à l'heure, beaucoup plus de joie et d'enthousiasme. Sur le territoire, il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant, notamment on le voit aussi avec le tourisme, c'est que quand on est sur un territoire, finalement, on voit plus vraiment son territoire. En tout cas, on le voit plus avec des yeux neufs. C'est aussi pour ça que moi, le fait d'être partie à l'étranger et de revenir dans mon territoire, moi, je redécouvre en fait mon territoire comme si j'étais une voyageuse, une touriste. On retrouve en fait la beauté, même la poésie d'un territoire, pas uniquement ses paysages, hein, mais les personnes qui font le territoire.
On va chercher ça aussi, qui on est, d'où on vient, avec la capacité à nouveau à s'émerveiller en fait de son quotidien et de son environnement. Tu as commencé à parler comment stimuler et réenchanter les imaginaires et vous abordez le sujet de la sensibilité et vous m'avez dit que c'était un levier puissant de transformation. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Effectivement, nous, nos approches, c'est vraiment un parti pris, hein. C'est, de remettre l'humain, la sensibilité, l'émotion au cœur des travaux stratégiques, en se disant finalement: «Qu'est-ce qui fait que les gens vont passer à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'engager?» Et bah, c'est quand on a des liens qui sont assez forts avec des gens, avec notre territoire et cetera, et qu'on a envie finalement de collectivement soit préserver, soit faire évoluer, soit, développer, enfin quels que soient les enjeux du territoire, mais qu'en tout cas qu'on a envie de s'engager. Donc nous, on a vraiment fait ce parti pris d'adopter des approches sensibles en se disant: «C'est hyper important de pouvoir permettre aux gens qui vivent sur leur territoire de se réapproprier le territoire à travers ces approches-là». On a effectivement mené une expérimentation à Aille Grande et c'est quelque chose maintenant qu'on développe, donc l'exploration sensible, où on fait une sorte de portrait de territoire avec les habitants qui finalement vont mettre en récit leur territoire, mais à partir de leur expérience à eux. On s'attache vraiment à la fois à faire une visite du territoire, à faire des entretiens et on permet à chacun, les enfants dans les classes, les aînés, à travers leurs récits aussi, on fait des interviews avec eux sur lesquels ils racontent finalement, leur commune passée ou leur territoire passé. Mais ça, c'est hyper important d'identifier finalement cette empreinte de l'histoire, d'avoir quelque chose de l'ordre du souvenir d'enfance. C'est quelque chose qu'on active, qui fonctionne assez bien. On travaille à travers la photographie, la vidéo. On invite, les enfants à dessiner, leur commune telle qu'ils la voient et toute cette matière finalement, c'est cette combinaison de tous ces regards qui, mis bout à bout, permet d'avoir une vision assez transversale, assez riche, assez diverse de ce qu'est, la commune. Et au travers de cette approche, au-delà du récit qui en sort, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que finalement, il y a vraiment une réappropriation de ce bien commun, qui est notre territoire qu'on a ensemble, qu'on partage, qu'on regarde avec chacun notre prisme, mais finalement, on fait émerger qu'on a en commun. Et c'est ça qui recrée la fierté, enfin en tout cas, nous on en a la conviction, d'appartenir à quelque chose et qui donne envie de s'engager. Je vois que David arrive à lire dans mon esprit. Parce que justement, la prochaine question, c'était de voir, de comprendre, David, comment cette exploration sensible a été vécue par les habitants et quels ont été les impacts. Bah, la 1re chose, c'est que ça a suscité un vrai intérêt, en fait, auprès des habitants puisque sur 1 000 habitants, on a à peu près 70 habitants qui ont participé à la démarche. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle et puis ensuite, ce qu'il faut relever, c'est que tous les témoignages ont été très positifs. C'est-à-dire quand les gens, on leur pose, des questions sur leur lieu de vie, sur, leur village, en fait, il ressort des choses très positives. C'est pas les mêmes gens qui viennent en mairie pour nous dire bah, j'ai un problème avec mon permis de construire, avec mon voisin, avec mon trottoir. En fait, là, on a des gens qu'on va chercher pour qu'ils nous parlent de leur village. On voit des gens autrement, donc ça c'est très enthousiasmant. Et en plus, ils n'ont pas l'habitude en fait de parler entre eux de leur village. Donc là, effectivement, ça fait émerger des valeurs communes, ça fait émerger des liens, et donc tout ça crée une matière très importante effectivement pour le projet de la commune en tout cas et puis pour faire société, hein, tout simplement. Là, ça fait quelques temps que l'opération est terminée. On va refaire l'exposition puisque, les gens, ils sont attachés, quoi. Donc vraiment, il y a une vraie matière et nous, ça va nous guider aussi pour le prochain mandat parce qu'on s'aperçoit que, les attentes des gens sont pas extraordinaires. En fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens dans leur village? C'est qu'on préserve le cadre, l'environnement, l'agriculture, la nature, qu'on ait un village qui soit animé avec des commerces et puis des temps conviviaux pour se retrouver. Et les gens, ils attendent pas la lune en fait, hein. Donc ça, c'est plutôt très positif pour l'avenir en tout cas. Et en tant qu'élu, développer une telle initiative, comment ça nourrit l'élu dans son programme, dans sa vision et dans le développement de sa commune ou de son territoire? Bah, l'élu, en fait, comment dire, il cale sa stratégie sur ses habitants. En fait, si j'étais élu d'une autre commune, j'aurais peut-être pas du tout la même approche. Aujourd'hui, on fait avec les gens qui sont là, avec leurs envies, avec leur comportement. Ma question, en fait, en tant qu'élu, moi, c'est de quoi on vit demain sur ce territoire.
C'est pas un territoire qui est industriel, c'est pas un territoire qui est fortement développé. C'est un territoire qui est où il y a 2 fois plus d'actifs que d'emplois. Ça veut dire que les gens résident ici mais travaillent ailleurs. Et donc, il y a plusieurs perspectives qui nous sont offertes pour le développement. Soit effectivement, prendre la solution simple de créer des lotissements et des zones d'activité, hein, comme ça peut arriver partout. Et nous, on a fait le choix inverse, c'est de dire l'attractivité, elle doit être autre. L'attractivité, c'est d'abord pour les gens qui y résident, de préserver en fait cet environnement, de préserver ce cadre qui en fait la richesse. Et le développement se fera autrement avec des gens qui choisissent ce territoire pour faire un projet et non pas juste pour venir y vivre. On a effectivement une feuille de route de la commune qui s'écrit par rapport à ces enjeux-là. Comment on passe des imaginaires à écrire de nouveaux récits? Comment ça marche? Est-ce que c'est quelque chose de naturel qui se met en place tout simplement, naturellement, justement parce qu'on a stimulé nos imaginaires? Ou est-ce qu'il y a vraiment un processus derrière pour nous accompagner dans cette démarche? Émilie. C'est vrai que les imaginaires, on l'a dit, là, c'est tous ces codes, ces normes qu'on a dans la tête qui nous influencent, mais on a assez peu de prise sur les imaginaires. Ce sur quoi on a une prise, c'est ce sur les récits. C'est-à-dire que c'est à travers les récits qu'on diffuse les imaginaires. Donc c'est pour ça que finalement, c'est à travers le récit, l'écriture, ce qu'on raconte, qu'on va pouvoir faire évoluer ces représentations qu'on a. Donc c'est vraiment une façon de travailler qui met en situation les habitants, les élus, les techniciens, à travers finalement l'écriture, à travers la créativité, de se projeter sur un monde qui est différent. Donc dans les consignes, c'est hyper important de leur dire, là, on n'en est pas encore au plan d'action, donc on se met pas de limite de réflexion. Projetez-vous dans ce que vous percevez être l'avenir dans les 10-15 prochaines années. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évalué? Et surtout, ce qui est hyper important, c'est de les mettre, eux, en situation d'être le héros de leur histoire. Parce que c'est là qu'on commence à travailler le passage à l'action. C'est-à-dire, OK, dans cet environnement que vous avez imaginé, vous êtes un acteur, vous êtes le héros de l'histoire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour vous adapter? Qu'est-ce que vous avez fait changer dans votre façon de faire? Quelle coopération vous avez développée? Quelles actions vous menez? Et on leur fait travailler sur tout un scénario en fonction des thématiques. C'est des scénarios qui sont assez variables. Là, je vous partage une expérience qu'on a eue sur une commune du sud de la France. On travaille dans le cadre d'un plan paysage. Donc, c'est le projet vraiment d'aménagement. On a travaillé avec les habitants et on leur a dit, bah voilà, choisissez un lieu sur lequel, pour vous, il y a des vrais enjeux d'aménagement. On est en 2035. Toutes les recommandations que vous aviez faites pour le plan paysage ont été prises en compte. Donc, on est dans la version idéale. Qu'est-ce qui se passe sur le lieu? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent partager ce lieu avec d'autres, etc. Donc, ils écrivent leur scénario. Et ensuite, on leur dit, choisissez une forme d'écriture. Donc, ça peut être une carte postale, ça peut être un dialogue entre une personne âgée, un enfant, enfin, quelque chose qui leur fait faire un pas de côté par rapport à des approches très, très techniques. Et ils racontent leur vision idéale de ce lieu qui a changé. Et ça, c'est très puissant parce qu'à travers cette créativité, il y a des choses très opérationnelles, très concrètes qui ressortent, mais surtout, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est des aspirations des gens. C'est qu'est-ce qui leur donne envie, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Et ça, c'est très précieux pour les équipes, notamment là, en l'occurrence de la municipalité, de se dire, voilà, on perçoit finalement quelles sont ces aspirations. Et souvent, les aspirations sont assez convergentes. Donc, c'est vraiment à travers un média, qui est ce média de l'écriture, de l'imagination, on se projette sur quelque chose qui est différent de ce qu'on vit aujourd'hui. On fait fi de nos contraintes pour aller vraiment sur les aspirations, les possibilités, la créativité. Et là encore, je vous évoquais l'atelier que j'ai mené avec des directeurs d'office du tourisme. Et un des retours que j'ai eu, c'est je me serais jamais autorisée à aller aussi loin si on avait été dans un atelier classique d'intelligence collective. Un directeur de thé me disait, j'ai proposé des choses qui auraient pu paraître farfelues, mais finalement, une fois qu'elles sont posées, on se rend compte que c'est possible, en fait, ça peut être réaliste. Quand vous dites comment est-ce qu'on passe des imaginaires au récit, c'est plutôt comment est-ce qu'à travers le récit, on va changer nos perceptions, nos représentations et créer des nouveaux possibles qui sont alignés avec les enjeux auxquels chaque territoire fait face, qui sont des enjeux différents. Mais c'est hyper important de partir de les enjeux du territoire pour imaginer ce qu'on peut faire ensemble de différent, de durable, de robuste,
et d'enthousiasmant. C'est une façon de remettre aussi chacun à la place qui est la sienne, mais dans sa possibilité de passer à l'action. Marilyn, comment on fait pour transmettre, parce que David expliquait tout à l'heure que sur une commune de 1000 habitants, il y en a 70 qui sont venus. Comment on fait pour transmettre et pour fédérer le plus grand nombre sur ces nouveaux récits? Il y a plusieurs, leviers. Je pense que déjà, il y a effectivement, être conscient que ça se décrète pas en lançant comme ça le truc et puis ça va se faire tout seul. Je veux dire, il y a des méthodes professionnelles pour aller, rechercher, susciter, il y a des outils qui existent et cetera pour aller, à la rencontre du plus grand nombre. Nous, avec, Émilie, au sein de Notion de Territoire, c'est vraiment ça, je pense, une de nos valeurs ajoutées. C'est effectivement pouvoir, proposer des outils et des leviers pour fédérer le plus grand nombre. Et donc c'est déjà d'aller chercher les gens, qui sont pas toujours, visibles, qui sont pas toujours dans les cercles dans lesquels on est habitué, que ce soit au niveau du développement économique ou touristique, de faire prendre conscience aux acteurs dans une démarche qu'il faut aller à la rencontre de tous et que c'est bien l'ensemble des habitants et des acteurs, qu'il faut de rencontrer parce qu'en fait, c'est de cette altérité-là que naît la créativité et l'innovation. En fait, la puissance, d'un atelier, c'est vraiment ces regards croisés que l'on veut aller susciter, que l'on veut aller stimuler et donc effectivement sortir un peu de son cercle habituel, de son réseau habituel, casser un peu les cloisons, casser les silos quoi, d'aller à la rencontre des différentes personnes. Après, c'est effectivement comment les convaincre de rejoindre la dynamique. Et ben, en fait, ça, on se rend compte que c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on peut nous dire au départ en disant: «Non mais on n'y arriverait jamais, les jeunes, ils vont pas être intéressés, et cetera. Les acteurs, ils ont rien à dire». C'est faux. Nous, on le voit sur chaque territoire, à chaque fois, quand on s'intéresse, en fait, aux gens, à la vie des gens, ils ont plein de choses à raconter et ils ont aussi, surtout, plein d'idées. Il suffit de pouvoir leur donner effectivement cette visibilité-là et cette opportunité de prendre la parole, pour que se passent vraiment des choses, hyper intéressantes. La sensibilité, l'émotionnel, la rencontre humaine, à l'heure d'un monde de plus en plus technologique, il y a rien de plus puissant. On est toujours hyper épatés. Pour compléter ce que dit Marine, c'est vrai que c'est dur en fait, hein, de travailler avec tout le monde et d'aller chercher tout le monde. Nous, on essaie de le faire par une démarche, globale en fait sur la commune. On a fait beaucoup d'échanges participatifs, des réunions sur tous les sujets pour que les gens, bah, viennent, nous parler des problèmes de sécurité, de déchets, voilà, sur toutes les thématiques. On a fait des réunions, tout au long du mandat. On a fait un conseil municipal d'enfants, en fait. On a fait, des lieux pour que les gens se rencontrent. On a un tiers-lieu là qui a été créé après le Covid, avec les habitants. Il faut que toutes les occasions, de créer la rencontre entre les personnes, soient là parce que la tendance, elle est quand même à l'isolement. Elle est quand même au repli, sur des cercles familiaux ou amicaux et le côté, participatif, il faut absolument le travailler sur la durée et sur tous les sujets. La deuxième chose, c'est que, il faut aussi, à la fois créer la fierté de son territoire, l'identité, très forte. Donc ça se fait par, plein de sujets aussi, hein, sur quand on parle d'un document d'urbanisme, hein, le fait de, pas construire de lotissement, ça participe aussi, de la société qu'on veut demain. Dans notre PLU, par exemple, on a interdit de construire des murs dans les zones naturelles et agricoles, hein, parce que quand on construit des murs, on s'isole. On crée aussi des lieux, de rencontres, fortuites, hein. Quand la voie verte a été créée à Ygrande, des gens se sont retrouvés là qui s'étaient pas vus depuis, plusieurs années, des habitants de la commune, en disant: «Bah, ça y est, il y a des espaces extérieurs où on peut se retrouver». Donc tout ça, en fait, fait partie, en fait, de la solution et mais c'est vraiment à travailler sur la durée. Et est-ce que ça veut dire que ce que mentionnait Marilyn sur le lien humain, la relation à l'autre, a évolué en mettant en place ce programme? En tout cas, elle s'est révélée, alors après moi c'est ce que je fais toute la journée, que les gens s'entendent, hein, que les élus s'entendent, que d'une commune à l'autre on s'entende, que, d'un territoire à l'autre on soit pas en concurrence mais plutôt en coopération, que les gens se connaissent en fait, qu'ils aient pas peur de l'autre. Là, on est en train de faire une, nouvelle expérience, c'est un contrat de réciprocité entre la commune d'Ygrande et la commune de Lyon. C'est à 100 kilomètres. On a des enjeux alors qui sont aussi sur le tourisme. Alors le maire de Lyon se dit comme nous que, c'est mieux de faire du tourisme de proximité plutôt que de partir en week-end à l'autre bout de l'Europe et donc on est dans une logique de coopération touristique, de slow tourisme qui se met en place, en se disant: «Bah, et si les Lyonnais venaient passer une journée, dans le Brionnais? Et si les Brionnais allaient passer une journée à Lyon?» Et on va faire des communications communes
pour encourager en fait l'interconnaissance. En fait, la peur sur les territoires, elle vient aussi de la méconnaissance de l'autre, du voisin ou un peu plus loin. Et les relations ville-campagne, ça fait partie aussi de notre sujet, il me semble. Oui, je voulais juste réagir, sur ce que disait David et qui est essentiel, c'est, les récits ne changent pas tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ensuite tout ce travail de lien, d'animation que font les acteurs sur le terrain, les élus, mais aussi les entreprises, les associations qui contribuent à ce changement de paradigme, on pourrait dire. Donc voilà, faut aussi remettre le sujet des récits à sa juste place. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment un outil qui a cette vocation à mettre en mouvement, à fédérer et après, bien entendu, l'action concrète se met en place et c'est par cette animation au quotidien que les choses peuvent évoluer sur le long terme et de façon pérenne. Et pour compléter, je dirais que le récit, il doit être cohérent avec la politique publique locale. En gros, on peut valoriser un territoire dans sa dimension patrimoniale, paysagère, etc. Il faut absolument que la commune ou la collectivité soit en cohérence dans ses projets d'urbanisme, dans ses projets de construction. Là, on vient de refaire la mairie, par exemple. Elle est particulièrement soignée, en fait, parce que soigner le cadre, c'est aussi respecter en fait ce récit. Nous, on met beaucoup d'attention dans le traitement des façades, des devantures, des petits volets, des choses comme ça. Ça renforce aussi l'attachement à sa commune, à son territoire, que d'avoir des règles de construction qui soient quand même respectueuses de cet environnement. Et puis en plus, respecter ce cadre, respecter le cadre paysager, naturel, agricole, c'est quand même aussi favoriser l'initiative privée. En fait, sur notre commune, on a des acteurs qui viennent aujourd'hui parce qu'ils ont cette sécurité. L'auberge de campagne de Trois-Gros, là, qui est venu à Ygrande, il serait pas venu si on n'avait pas ce respect, en fait, du cadre. Là, on a une petite guinguette qui s'est créée au bord de la voie verte. Ouais, il y a tout un écosystème touristique qui se crée aussi parce que, en fait, ce récit, il est mis en œuvre par les projets de la commune. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire David, parce qu'en fait, pour nous, il y a une dimension hyper importante. C'est vrai que souvent, les récits, on a peut-être été biberonnés à nos imaginaires. Voilà, c'est des belles histoires. Alors certes, c'est des belles histoires, mais je dirais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de valoriser et d'identifier ces engagements, ces combats entre guillemets positifs que mènent les territoires et les différents acteurs des territoires. La vraie singularité d'un territoire, c'est les femmes et les hommes qui le font, ce territoire. Donc on a la chance d'être en France, et en France, tous les territoires ont des atouts, ont du patrimoine, des paysages. On a tous des choses formidables à valoriser, mais la singularité, elle venait davantage des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, moi, j'appuie beaucoup là-dessus. Je pense que la vraie singularité aujourd'hui, elle est l'engagement de ces femmes et de ces hommes. Et donc, c'est très important dans le récit, donner toute sa place aussi à cette dimension de combat commun. Alors, combat au sens positif, hein, peut-être le vocabulaire guerrier n'est pas très approprié, mais en tout cas de cause commune, de ce qui nous anime, de ce qui nous motive et qui fait qu'on a envie de se battre au quotidien, nous, les acteurs, les habitants d'un territoire. David évoquait cette notion de préservation, de prendre soin, de bien-être territorial. Ça, c'est une dimension très importante dans un récit aujourd'hui de territoire, et c'est pour ça que nous, on est davantage sur un marketing territorial, j'ose quand même employer ce terme, sensible et à mission. En fait, nous, on travaille aussi avec Émilie sur les entreprises à mission, et finalement, on adopte ces méthodes et cette façon de travailler sur la raison d'être et sur les missions et les valeurs d'une destination touristique, si on en revient au tourisme, ou d'un territoire, pour donner à voir et à révéler le cap commun, le combat, la cause commune, ce dont on rêve. Tu évoquais, François, dans ton introduction, cette notion de rêve. C'est hyper important. C'est aussi cette façon de mobiliser avec joie et enthousiasme les acteurs d'un territoire. Donc pour moi, cette dimension dans le récit, elle est vraiment aujourd'hui essentielle, et c'est un vrai levier de motivation, de mobilisation, y compris des plus jeunes, pour envisager des perspectives toujours plus réjouissantes. Et finalement, c'est aussi un acte citoyen, hein, ça donne envie effectivement aux habitants plus jeunes de s'engager pour leur territoire et pour continuer à vivre bien sur leur territoire. Dans le sujet du récit, il y a qui le construit et qui le porte. Et c'est effectivement pour ça que dans ces approches de marketing, y compris de marketing de destination, le sujet c'est qui a écrit l'histoire qu'on a envie de porter collectivement auprès de nos visiteurs, mais aussi auprès de nos habitants, et pour qui est-ce qu'on écrit ces récits-là.
nous, on est assez convaincus que sur le sujet du tourisme, voilà, les habitants sont aussi les premiers clients, ce sont aussi les premiers ambassadeurs d'un territoire. Et plus on va les impliquer dans cette façon dont ils vont raconter leur territoire, plus ce sera fort. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie collectivement de dire de nous en interne et à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'on a envie que les gens viennent chez nous? Et ça, c'est hyper puissant. Et je voulais en profiter pour rendre un peu hommage aussi à Céline Deschamps, qui est la photographe qui nous accompagne sur ce travail-là, parce qu'elle a vraiment un regard très humain. Et le parti pris que nous, on a, c'est vraiment de mettre en avant les habitants du territoire. Et elle les prend en photo dans des endroits qu'ils ont choisis, qui racontent quelque chose d'eux et de leur commune et de leur lien à leur commune ou à leur communauté de communes, peu importe. Et ça, c'est très fort parce que c'est aussi quelque chose d'assez authentique. C'est un terme qui est un peu galvaudé, mais qui est très sincère. Et moi, je suis toujours effectivement surprise de voir à quel point les gens ont envie de partager et la fierté qu'ils ont eue quand ils se sont découverts en portrait comme ça, dans ce tiers-lieu là où ils étaient tous réunis et il y avait ces photos qui étaient présentées, ces portraits qui donnaient vraiment une autre image aussi de la ruralité qui, on va pas se le cacher, a souvent été non racontée, hein, c'est-à-dire que ou en opposition aux villes, aux grandes métropoles. Ben là, c'est une façon de reprendre un peu la main sur qu'est-ce qu'on a envie de dire de nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire de la ruralité là quand on travaille sur une commune rurale et qui porte ce récit. Et nous, en tout cas, on a à cœur de dire que c'est aussi aux habitants de porter le récit qu'ils ont envie de raconter et qu'une façon de le porter, c'est aussi de les mettre en image en fait. Je suis entièrement d'accord. Peut-être qu'au lieu de faire du marketing avec le lieu à découvrir, les meilleurs ambassadeurs, c'est les habitants. De leur permettre de pouvoir en parler avec leurs mots, avec leurs expressions, apporte une certaine authenticité. À partir du moment où c'est bien sûr fait toujours de manière naturelle. Et je trouve ça très intéressant parce que je pense que le marketing, par rapport aux imaginaires et aux récits, il doit aussi évoluer. Peut-être qu'on devrait arrêter de vendre du produit et proposer des expériences humaines, des relations humaines, du vivant, de l'humain. Tu parlais d'altérité, moi je parle aussi d'amour, je veux dire d'amour pour son territoire, d'amour pour l'autre. Je trouve qu'on n'utilise pas assez le mot amour, malheureusement, dans notre société. Ça me fait penser aussi dans les entreprises, parce qu'on voit quand même que certaines entreprises sont quand même à mal, il y a du désengagement et que de développer une raison d'être, une cause commune, un projet commun, où chacun peut contribuer et trouver sa place, est extrêmement fédérateur. On en a besoin. Et la chose qui m'a aussi marqué, c'est marrant parce que je travaille sur un projet sur la thématique de l'eau qui rassemble 17 communes dans le sud, où on va faire justement des événements participatifs citoyens. Et ça me rassure, David, parce que moi, je suis convaincu que dans nos communes, il y a des personnes avec de l'intelligence, avec des compétences, avec des connaissances que nous ne savons pas forcément et qu'on devrait profiter de s'appuyer pour développer nos territoires, car je pense qu'une commune ou un territoire ou une intercommunauté ou quoi que ce soit n'a pas forcément toutes les connaissances et les compétences et que de s'appuyer sur les citoyens, eh bien, ça génère systématiquement non seulement de la fierté, mais un engagement pour son territoire. Et ça, c'est très, très, très puissant. Quel serait le premier pas que vous allez leur conseiller de faire pour se lancer peut-être dans cette démarche? Et pourquoi ça fait sens? Tiens. Je vais partager, nous, un petit exercice qu'on fait faire à chaque fois qu'on commence. On leur demande de réfléchir pour un peu se mettre dans ce bain des imaginaires à un récit qu'ils ont écouté, lu. Donc, ça peut être un livre, un podcast, une interview, un échange qu'ils ont eu avec quelqu'un, quelque chose qui les a inspirés en tout cas, et d'expliquer pourquoi et en quoi ça les a inspirés, et d'observer finalement dans quel état émotionnel ça les met. Et c'est super chouette parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a tous, nous, été inspirés dans notre vie par quelque chose qu'on a lu, un roman, ça peut être quand on était plus jeune ou ça peut être aujourd'hui, ou quelque chose qu'on a entendu qui nous a fait switcher ou voir les choses différemment. Et en fait, c'est se poser la question des imaginaires, c'est ça, simplement. C'est se dire, voilà, qu'est-ce qui, moi, m'inspire et qu'est-ce que ça génère chez moi d'enthousiasme, de bien-être, de peut-être changer un peu de regard sur une situation qui pouvait me sembler compliquée ou
Voilà. Donc c'est une première façon déjà de se mettre peut-être dans un état d'esprit positif et une ouverture. Oser, oser sortir, des murs, aller à la rencontre de vos habitants, des jeunes, des visiteurs, des entreprises. Il se passera toujours quelque chose de forcément génial. Bah, moi, j'ai peut-être un message à mes collègues élus, s'ils nous écoutent dans nos communes rurales. En fait, moi, je trouve qu'on fait pas assez de prospective. On est toujours en réaction, en fait, à des politiques publiques parce que c'est l'actualité par rapport à des demandes, imminentes des habitants et moi, je voudrais qu'on prenne un temps de recul. En fait, se poser la question: «C'est quoi ma commune dans 30 ans?» Pour avoir un avenir désirable, il faut l'imaginer avant, quoi. C'est-à-dire que, enfin, comme en matière de prospective, en fait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, quoi. Donc, se projeter dans un avenir désirable, le partager avec les habitants, et finalement, c'est enthousiasmant aussi pour son projet communal, quoi. Donc, je pense que c'est une question vitale. Merci beaucoup à vous trois. Vu que c'est la rentrée, allez, plongeons dans les imaginaires et écrivons de nouveaux récits ensemble. Merci beaucoup. Merci. 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 Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir, ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, ou laissez-nous un petit commentaire, ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.